Aujourd'hui, je reçois Aline Gaudrin. Elle accompagne les entrepreneurs autour d'un sujet encore très chargé émotionnellement, l'argent. Pas juste les chiffres ou le chiffre d'affaires, mais tout ce qu'il y a derrière. La valeur qu'on se donne, les peurs, les blocages, les croyances et la manière dont ça impacte concrètement notre façon d'entreprendre. Si j'avais envie de l'inviter aujourd'hui, c'est parce que je trouve que son approche est à la fois très humaine, très lucide et surtout loin des discours qu'on peut trouver culpabilisants, qu'on peut voir un peu partout autour du business et de la réussite. Quand vous verrez et vous écouterez notre échange, vous verrez qu'il y a tout ce qui est autour de l'entrepreneuriat, des blocages, des peurs dont on a parlé, de l'énergie féminine. Et je suis ravie aussi de vous dire qu'elle sera une des intervenantes au sein de l'événement des Audacieuses que j'organise et qui aura lieu le 12 juin. Donc j'ai hâte que vous découvriez son portrait. Je ne vous en dis pas plus et je laisse place à mon échange avec Aline. Bonjour Aline, bienvenue dans Les Audacieux. Je suis ravie de t'accueillir derrière ce micro. Maintenant que j'ai fait ta présentation, est-ce que toi, tu peux te présenter avec tes propres mots? Alors bonjour Sandy, je suis ravie d'être ici. Alors moi je suis Aline, je suis business coach, je suis spécialiste de la relation à l'argent également et ça me permet ainsi d'aider les entrepreneurs à progresser dans leurs projets puisqu'avec la relation à l'argent on vient toucher à des questions très profondes qui viennent quand on les dénoue et quand on se penche dessus, donner un vrai coup de boost à son projet entrepreneurial. Bon, ben écoute, merci pour cette présentation. Alors l'objectif, tu vas voir, ça va être de faire un petit peu tout ton parcours. Si on revient quelques années en arrière, est-ce que tu peux nous parler de toi, quelle petite fille tu étais et qu'est-ce que tu gardes d'elle aujourd'hui dans la femme que tu es devenue? Alors, moi, je suis très connectée avec mon enfant intérieur, ma petite Aline. D'ailleurs, j'accompagne mes entrepreneurs, enfin les entrepreneurs, avec leur enfant intérieur également. Je me suis un petit peu spécialisée aussi à ce niveau-là parce que je trouve ça très important d'être connectée avec son enfant intérieur. Mhm. Alors moi, j'étais une petite fille plutôt joyeuse, malgré une vie pas forcément facile, avec un contexte familial pas forcément simple, mais quand même une bonne dose d'optimisme et très très créative. Ouais. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat vraiment main dans la main avec ma petite fille intérieure. Mais ça, c'est pour mon premier projet entrepreneurial. Donc on en D'accord. parlera sans doute un petit peu plus tard. Ouais. Donc tu as gardé ce côté créatif. C'est ça, tout à Et le fait. fait d'être connecté à ton toi intérieur en version petite. Et est-ce que la relation à l'argent, c'était déjà un sujet dans ta vie qui était présent ou est-ce que c'est venu plus tard? Alors pas du tout. En fait, moi j'étais fonctionnaire de famille de fonctionnaires et donc quand je me suis intéressée à la relation à l'argent, j'ai appris que les personnes fonctionnaires, généralement, c'est des personnes qui ont besoin de beaucoup de sécurité justement par rapport à l'argent. Ok. Et donc en fait, voilà, moi j'avais mon salaire qui tombait tous les mois, j'avais aucune ambition d'avoir de toucher plus ou quoi que ce soit. Mais c'est quand j'ai choisi de me tourner vers l'entrepreneuriat, donc avec un premier projet sur le tricot, que en fait j'ai vu qu'il y avait tous les marqueurs au vert pour que ça fonctionne très très bien mon projet, sauf que moi inconsciemment je sentais que je freinais, que j'avais beaucoup de blocages, que j'allais pas vraiment aussi facilement que c'était possible de le faire vers l'argent et vers la réussite. Et c'est à ce moment-là donc que je me suis intéressée à ma propre relation à l'argent et j'ai eu la chance de rencontrer Christian Junot que tu connais d'ailleurs très bien aussi. Et donc, avec l'accompagnement de Christian, j'ai pu comprendre en fait ce qui se jouait pour moi. Ça m'a beaucoup parlé et ça m'a permis de faire décoller mon premier projet sur le tricot. Ouais. Et du coup, alors si on remonte un petit peu, tu nous as dit que tu étais fonctionnaire, que tu as lancé ton activité, mais justement, ça a été quoi ton parcours scolaire? Comment ça se fait que tu t'es mis, est-ce que tu as choisi la voie en tant que fonctionnaire de par tes parents parce que bah, en fait ça se transmet un petit peu ou rien à voir? Enfin, ça a quoi été, quel a été ton parcours finalement et à quel moment tu t'es dit que tu avais besoin d'autre chose, quoi? Alors, mon parcours scolaire, donc moi j'étais très très studieuse, j'étais la bonne élève, aussi très perfectionniste. Et puis à côté de ça, j'étais créative, mais mes parents ont en quelque sorte étouffé ce côté chez moi.
parce que, alors moi, je m'intéressais à la couture, au tricot, au crochet, et dans leur valeur, en fait, ça correspondait pas à ce qu'ils voulaient pour la future femme que je serais. Pour eux, c'était un peu les trucs de bonne femme comment dire, à ne pas encourager chez leur fille, en tous les cas. D'accord. Donc, il y a eu comme une sorte de frustration durant mon enfance parce que j'ai pas vraiment été invitée à aller vers ces domaines-là qui m'attiraient vraiment, mais poussée à aller vers les sciences. J'aime beaucoup les sciences aussi, mais il y avait comme voilà, j'étais guidée et c'était vraiment décrédibiliser le fait de tricoter par exemple auprès de mes parents. C'est pour ça que je dis qu'après j'ai fait un chemin pour reprendre ma petite fille à mes côtés et lui dire ok, tu aimes le tricot, on va se lancer dans le tricot. Euh, Après, donc j'ai choisi d'être professeur parce que j'aimais les enfants. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était pas forcément le meilleur métier à faire quand on aimait les enfants. Du coup, Donc c'est un métier, t'étais dans oui. quelle section ou quelle... Alors j'étais en collège et lycée. Ok. Alors j'aimais beaucoup les jeunes, mais c'est le système qui m'étouffait complètement en fait. Je voyais que les élèves en difficulté en particulier, j'avais des difficultés, j'avais envie de les aider. Et puis je trouvais que le système était vraiment étouffant pour eux. Donc j'avais comme... enfin, voilà, c'était un métier qui déjà n'est pas un métier facile, mais en plus, au niveau des valeurs, je sentais que j'étais pas tout à fait à ma place. Et donc j'ai quand même enseigné pendant beaucoup d'années. Puis après, j'ai eu mes enfants. Et donc lors de la grossesse de mon deuxième, c'est là où j'ai repris, enfin, je me suis vraiment lancée dans la couture, dans le tricot, dans tout ce qui était créatif, qui n'attendait que ça chez moi. Et en fait, j'étais enceinte et je me disais, ah mais c'est vraiment ce que je veux faire dans la vie, c'est ça. En fait, je sentais que, voilà, là j'étais dans mon enthousiasme, dans une belle énergie. C'était merveilleux d'avoir ce temps durant la grossesse pour moi et pour me consacrer aux activités, à des activités qui me passionnaient. Et suite à ça, quelques années plus tard, mon père est décédé et c'est vraiment à son chevet. À l'hôpital, en fait, donc il était professeur et il est décédé 2 ans avant la retraite. Et moi, Ouais. ça m'a fait un électrochoc où je me suis dit, mais en fait, la vie, ça passe super vite. Je suis dans un métier. Alors lui, il adorait être prof. C'est vraiment un métier dans lequel il s'est épanoui. Et justement, il me soutenait, lui, voilà, à persévérer dans le métier de prof. Et là, je me suis dit, non, en fait, moi, si il me reste autant d'années, enfin, si je meurs au même âge auquel il meurt, là, bah, en fait, j'ai pas envie de continuer dans un métier qui me plaît pas, parce que la vie est trop courte, il faut que j'en profite maintenant. Mhm. Et à côté de ça, j'avais aussi mon second qui avait des soucis de santé. Et donc, j'avais de plus en plus envie aussi de travailler à la maison, de pouvoir accompagner mes enfants. Donc les deux, enfin voilà, tout ce contexte psychologique, de me rendre compte que la vie est courte, et puis mes enfants qui avaient besoin de moi, ça a fait que je me suis dit, tiens, je me lancerais bien vers l'entrepreneuriat. Et quitte à aller vers l'entrepreneuriat, c'était évident pour moi que ce serait un sujet de cœur, un projet passion. Et du Mais coup, le tu as tricot été... me paraissait impossible, hein. Je me disais, c'est impossible Oui, de parce caler que dans ça une peut boîte. être pensé comme une activité plus loisir C'est ça, finalement. ouais, c'est ça. Dans le conscient collectif, j'ai envie de dire, ça peut être une petite activité à côté. Est-ce qu'on peut vraiment en vivre, etc. Justement, comment ça a été accueilli par ton entourage, par ton conjoint, ta famille? Comment vous avez, enfin, comment t'as géré? Parce que euh, c'est pas évident de passer du statut de fonctionnaire où on a quand même l'idée et l'image de bah t'es quand même privilégié entre guillemets, t'as quand même fait des études aussi pour ça, tout planter pour dire deux. Est-ce que t'as pris une année de disponibilité ou comment ça s'est fait ce cheminement? Alors, ça s'est fait parce que c'est vrai que j'ai pris une année de congé. En fait, c'était pour le deuxième, c'est mon mari qui avait pris le congé parental sur 3 ans parce qu'on déménageait, donc voilà, c'était un montage comme ça. Et puis finalement, il a trouvé une activité, donc j'ai pris la fin du congé parental. Je crois que ça me faisait à peu près 1 an et demi, voilà, à la maison. Donc Ok. déjà cette année-là, elle a été cruciale pour poser mon intention, en fait, voilà, de changer de voie. Après, je t'avoue que moi, venant de cette famille-là en particulier, qui décrédibilisait complètement voilà, les arts du fil, on va dire, dans ma tête, c'était impossible. C'était impossible de gagner de l'argent avec du tricot.
Et j'ai commencé en faisant des marchés de Noël à vendre des petites créations en couture et tricot. C'était très mignon ce que je faisais. Mais je me rendais bien compte que, voilà, au niveau, je veux dire, pécunier, ça n'apporterait jamais ce qu'il fallait pour, pour continuer dans cette voie. Mais il y avait toujours cette envie. Et puis soudain, je sais très bien où je roulais à ce moment-là. Donc c'était dans la voiture. J'ai eu un flash, comme une illumination. Je me suis dit, mais si je vends des patrons de tricot, donc en fait ce sont les explications pour tricoter un modèle précis. Si je vends un patron de tricot à une personne, admettons je gagne 5 euros, mais je me suis dit, mais si je vends ça à 100 000 personnes, je vais gagner 500 000 euros sans faire plus de travail en fait. J'aurais fait mon patron. Et là, du coup, quand j'ai pensé à ça, pour moi, c'est comme si une porte s'était ouverte et que c'était possible. En fait, ça m'a fait comme un flash de me dire, ah si, mais en fait, c'est possible. En gros, maintenant, avec le recul, je me dis, il fallait juste trouver le bon business model pour que ça fonctionne. Et Exactement. à partir de là où je me suis dit que c'était possible, c'est comme si j'avais trouvé mes rails. Justement, je parle souvent de rails. J'avais trouvé mes rails et après, il fallait juste mettre en route la locomotive. Ouais, super. Et du coup, bah, ton entourage a réagi comment? À un moment, Alors là, j'imagine ça a que quand été compliqué. il a fallu retourner travailler à la fin du congé parental, est-ce que tu avais commencé à lancer avant ou du coup tu avais déjà repris ton C'est poste? Comment ça. ça s'est Alors, moi, fait? j'ai commencé par un blog. Ce qui est bien avec le blogging, c'est que ça permet de construire sa communauté. Et puis, effectivement, j'ai repris le travail à côté. Mais alors, c'était vraiment ma bulle d'oxygène, quoi. J'alimentais mon blog, j'ai commencé à faire des petites vidéos. Et c'était donc en plus du travail, mais c'était, voilà, j'ai adoré cette période-là dans le sens où, voilà, je venais nourrir quelque chose qui chez moi avait besoin d'être nourri. Hmm. Et puis, bah, après 1 an et demi de blogging sans rien gagner et juste faire un article par semaine, des vidéos par-ci par-là, j'ai vendu mon premier produit. Donc ça a été, finalement, je me suis lancée dans la formation en ligne. Donc j'enseigne à des tricoteuses à tricoter de A à Z des pulls sur mesure, par exemple, ou des chaussettes sur mesure, etc. Donc ça allait bien avec mon métier de professeur, en fait. Je me suis rendu compte que j'avais une pédagogie qui était Oui, appréciée des tricoteuses. Et donc je me suis lancée plutôt sur le côté pédagogique du tricot. d'accord. Et donc cette première formation, donc j'avais énormément de peur, donc j'ai fait un webinaire de vente. J'avais payé quelqu'un pour m'accompagner dans l'idée de faire un webinaire et de vendre à la fin du webinaire. Mais alors je n'ai pas gagné des milliers des cents, mais j'avais quand même au premier lancement gagné à peu près ce que je gagnais en tant que professeur tous les mois. Donc Hmm. là aussi, c'est comme si ça avait de nouveau confirmé que c'était possible. Alors, Hmm. bien sûr, à l'époque, ma communauté était petite, je savais pas encore faire de la pub, etc. Donc c'était hésitant, mais quand même, il y avait quelque chose qui s'ouvrait. Donc Hmm. voilà, les premiers sous gagnés, mine de rien, sont, sont importants. Et sauf que 6 mois après, alors, je pense qu'effectivement, mon ex-mari, parce que le mari dont je parlais tout à l'heure est devenu mon ex-mari, après coup, une fois que j'ai travaillé après sur la relation à l'argent, j'ai compris que lui, ça l'avait. En fait, il avait épousé une fonctionnaire, donc bah, ce côté sécurisant, que là, je venais faire complètement exploser, moi, avec mes idées de tricot, de vivre du tricot. Donc, en fait, j'ai compris après que lui, il était insécurisé, et un homme insécurisé, c'est un homme pas forcément très sympathique. Voilà. Donc, bah, on s'est séparés. Et après, donc moi, là, j'ai vécu de l'insécurité financière. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré le chemin de Christian Junot, heureusement. Parce que, en fait, moi, bah, de me retrouver maman solo, c'est là où je suis sortie de mes rails en me disant, ah, mais ça ne sera pas possible, je vais pas y arriver. Même si je continuais, j'ai toujours continué. C'était comme si j'avais perdu la foi d'être Hmm. voilà, d'être seule avec des enfants. Je me disais non, là c'est pas possible, c'est pas sécurisant. Euh, Sachant que tu les avais peut-être en garde alternée? non, 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 Même pas. Donc, tu les avais à 100%. je les avais Donc, à le fond. fait d'être tout à charge, tu avais encore ton job à côté ou plus Alors du tout? j'étais passée à mi-temps, j'avais Mhm. repris à mi-temps et ça ne suffisait absolument pas
à payer le loyer, à nous nourrir, etc. Donc là vraiment, donc au début j'ai fonctionné avec mes économies, puis ensuite on m'a proposé un poste à plein temps. Donc là j'ai eu de la chance, j'ai pu passer en cours d'année à plein temps, ce qui normalement Mhm. n'est pas possible. Donc financièrement ça a été, mais voilà alors je continuais avec mon groupe d'entrepreneurs. Alors à ce moment-là j'étais à mi-temps, donc je touchais un demi-salaire. Mhm. Ce qui aurait bien convenu si j'étais restée en couple. Parce Ouais. que effectivement, avec ce que je commençais à gagner avec mon entreprise sur le tricot, c'était plutôt serein. Sauf que de me retrouver toute seule, ça m'a mise dans une grosse insécurité, des grosses peurs qui sont arrivées. Donc j'ai toujours continué mon projet, mais plus ça allait et plus j'avais des difficultés à gagner de l'argent avec. D'accord. Heureusement, j'ai pu en janvier prendre un temps plein en fait. Donc ça m'a Mhm. remis dans une sécurité financière parce qu'avec deux enfants, c'était vite compliqué quand même. Je n'ai pas lâché mon projet, mais quand même, en fait, alors c'est là où j'ai rencontré virtuellement Christian Junot et pour le coup, je me suis complètement reconnue dans ce qu'il disait sur la relation à l'argent parce que j'ai découvert à ce moment-là que j'étais dans les peurs de ma grand-mère. Donc là, c'est vraiment de l'intergénérationnel. Donc ma grand-mère a quitté son mari, elle s'est enfuie parce que c'était une relation complètement toxique. Donc elle s'est enfuie à travers champs avec ses cinq enfants. Oh la vache. Et donc elle m'avait raconté ça, qu'elle avait pris le train toute seule, qu'elle s'était enfuie en fait pendant qu'il était à l'hôpital. C'était un homme vraiment méchant, dangereux, etc. Et elle m'avait dit qu'elle avait peur, donc elle avait commencé à travailler en tant que fonctionnaire, en tant qu'aide-soignante, et elle avait peur qu'on lui prenne ses enfants à ce moment-là. Mhm. Et en fait, moi, je me suis retrouvée dans la même peur, avec la peur qu'on me prenne mes enfants, alors qu'il n'y avait rien, je veux De dire, de rationnel. concret dans ma vie qui pourrait Mhm. expliquer ça, mais j'avais cette peur. Et, en fait, donc, quand Christian Junot a parlé de toutes ces questions intergénérationnelles, etc., là, vraiment, j'ai compris ce qui se jouait pour moi. Donc, c'est ce qui m'a permis de sauter à pieds joints dans le travail sur la relation à l'argent. Mhm. Et puis, ça m'a accompagnée, voilà, enfin, c'est un travail que j'ai fait vraiment en profondeur. Donc, c'est vrai qu'en fait, je me rends compte que les entrepreneurs, il faut attendre le moment où l'entrepreneur est prêt à faire ce travail. Parce que c'est un travail qui vient vraiment toucher, donc, comme je le disais ici, à de l'intergénérationnel, mais aussi à nos blessures profondes, en tant qu'enfant en particulier, aussi la manière dont on est né. Et c'est vrai que là aussi, il avait parlé de la problématique de l'enfant non désiré, donc qui est une problématique bien précise dans la relation à l'argent. Et comme c'est mon cas, je me suis reconnue dans tous les symptômes. Donc les symptômes de l'entrepreneur, typiquement, c'est une personne qui va donner beaucoup et qui va avoir des difficultés à recevoir, Eh qui oui. va mettre des prix bas, par exemple, qui va avoir du mal à envoyer les factures, mais qui, à côté de ça, est très appréciée parce qu'elle donne énormément. Donc moi, Ouais. j'avais aussi un peu cette tendance-là. Et puis, bah, en fait, donc ce que je dis, c'est que la séparation, en quelque sorte, m'a sorti de mes rails parce que plus ça allait, moins j'y croyais. Et c'est comme si le travail sur la relation à l'argent était venu me remettre sur mes rails et avait donné un coup de boost à la locomotive. Donc, quelques années après, en fait, finalement 2 ans après, j'ai vraiment quitté l'éducation nationale pour être à 100% sur mon activité liée au tricot. Et voilà. Et donc, j'ai continué à progresser avec la relation à l'argent, hein, parce que ce n'est pas un travail qui se fait du jour au lendemain, on va dire. C'est quand même un travail de fond à faire. Et puis après, j'ai tellement aimé, en fait, ce travail sur la relation à l'argent. Ça m'a tellement aidé aussi, moi, à vraiment rester sur mes rails et à donner toutes ces chances à mon projet, et puis à le faire grandir et m'épanouir complètement dedans que j'ai eu envie, voilà, de me former moi-même pour accompagner des entrepreneurs passionnés grâce à ces outils autour de la relation à l'argent. Et pour clarifier un petit peu les choses, euh, est-ce que concrètement, quand on vient régler ces schémas ou ces traumatismes qu'on peut avoir via l'argent, est-ce qu'à un moment, ça te permet juste de voir les choses différemment dans ta vie d'entrepreneur
Ou est-ce que il est constaté par toi, par Christian Junio, par les personnes que vous accompagnez tous les deux et d'autres personnes qui vont travailler ça, que énergétiquement, il y a quelque chose qui se débloque et qui fait ouvrir les vannes. Moi, c'est la question que je me pose parce que finalement, entre t'as sauté le pas, est-ce que c'est, tu penses, ta vision de l'argent ou ta façon de l'appréhender qui a fait que tu t'es rendu compte que je pouvais y aller, j'étais plus en confiance, mais finalement tu gagnais pas plus, ou est-ce qu'il y a vraiment des choses qui se sont manifestées différemment pour bien clarifier les choses pour ceux qui connaissent pas du tout ce travail-là? Alors, on a à la fois des résultats concrets, je veux dire financiers, au niveau du CA. Bon, moi, par exemple, j'ai complètement remplacé mon salaire de professeur. J'ai toujours gagné autant que ce que je gagnais avant, donc ces Ok. premières années. Et après, donc, en fait, ça, c'était un plafond de verre qui faisait... J'avais un plafond de verre qui faisait que je ne dépassais pas, je n'arrivais pas à dépasser au niveau bénéfice mon salaire précédent, alors que D'accord. ce n'était pas très logique. Donc, voilà Ok. pourquoi je dis qu'on le travaille en continu, en fait, parce que travailler sa relation à l'argent, ça se poursuit mais on devient de plus en plus autonome avec ça, hein. Ce sont des techniques à suivre, mais ça se poursuit tout au long de la vie de l'entrepreneur, en fait, selon les projets Oui. qu'il va mettre en place, etc. Après, c'est un travail donc, qui nous aide concrètement, parce que moi, typiquement, par exemple, j'ai acheté une maison, et ça, par rapport aux blessures que j'avais, par rapport à l'éducation que j'ai eue, c'était quelque chose de complètement inaccessible. D'ailleurs, quand je l'ai acheté, j'ai été malade pendant 15 jours après, vraiment tellement c'était fort énergétiquement pour moi, mais j'ai quand même franchi le pas toute seule, en tant que maman solo, avec 2 enfants, entrepreneur, voilà. J'y suis quand même allée, donc je me suis installée dans la région où je voulais vraiment vivre. Pour moi, la relation à l'argent, c'est une clé pour aller vers la vie à laquelle on aspire. Et pour aller vers Mm. cette vie, parfois il faut beaucoup d'argent et parfois il faut juste s'autoriser à y aller et trouver le moyen d'y aller. Donc souvent c'est l'argent, mais ça peut être aussi d'autres manières de faire. Mais c'est simplement comme si, grâce à ce travail sur la relation à l'argent, on s'autorisait à vouloir ce qu'on veut et on apprend à se débarrasser des obstacles sur le chemin, qu'on se met souvent soi-même d'ailleurs, pour vraiment y aller. Donc pour moi, c'est un accélérateur pour rejoindre sa vision, la vision que l'on a dans la vie. Mais ça peut être, ça vient aider même, je pense que ça aide aussi sur les relations interpersonnelles, ça aide aussi avec ses enfants, etc. Quand on travaille sur un point, généralement, ça vient rayonner tout autour aussi. Voilà ce que je peux te dire pour te Ouais, répondre. Je ne ok. sais pas si ça répond bien à ta question. Si, si, bah si, complètement, parce que du coup, ça permet de se rendre compte que quand nous, on vient régler des problèmes, des schémas ou qui peuvent être à nous ou appartenir finalement aux générations précédentes, hein, comme on l'a dit, et ben en fait, ça va rayonner dans la continuité, dans les relations autour, mais aussi ça va permettre de faire sauter ces barrières que finalement on s'est mises consciemment ou inconsciemment, parce que c'est pas Effectivement. toujours conscient, comme tu dis. Oui, Donc aussi, c'est très intéressant. Et du coup, est-ce que malgré tout, tu as quand même des périodes de doute ou est-ce que en fait tout s'est assaini ou comme tu le dis, ça reste un travail quand même un peu continu que de se questionner dans sa vie d'entrepreneur. Tu as l'impression que c'est une oui. continuité ou pas? Alors, en fait, je ne suis plus dans les doutes de est-ce que je vais pouvoir vivre de mon activité, enfin, gagner suffisamment d'argent pour payer ce que je dois payer au quotidien. Ça, je ne suis plus dans ces doutes-là. Par contre, l'entrepreneur, donc ça, on l'étudie avec la relation à l'argent, c'est une personne qui doute constamment. Et c'est ça, en fait. C'est normal d'être dans le doute, dans le sens où c'est à nous de prendre des décisions, c'est à nous de faire des choix, c'est à nous de savoir si on prend plutôt le chemin A ou le chemin B. Donc on est tout le temps dans ce questionnement qui fait partie du processus de l'entrepreneuriat et qui est, je veux dire, essentiel. Si on n'a pas de doute, en fait, finalement, on a un problème. Euh, mais après, il y a les doutes qui nous angoissent et les doutes qui font juste partie du processus. Et l'idée avec la relation à l'argent, c'est de diminuer un maximum toutes ces périodes où on va s'angoisser. Ça peut être la peur du manque, ou la peur de la visibilité, la peur de la croissance. J'accompagne beaucoup d'entrepreneurs qui finalement, à un moment donné ou à un autre, ils ont peur
de réussir. La peur de réussir est très très forte. Et c'est ce qui s'explique par les plafonds de verre. En fait, souvent, on va sortir de notre zone de connu, on va arriver à un certain stade, et puis on va se plafonner. Donc voilà, alors tout ça, ça s'accompagne. On est tous, je veux dire, personne est indemne d'avoir voilà, ses doutes, ses plafonds de verre, etc. Mais ça va être différentes périodes dans notre parcours. Bon, par exemple, là aujourd'hui, je fais un podcast avec toi. Ça va, je me sens à l'aise, mais parce que j'ai déjà fait des podcasts avant. Le premier podcast que j'ai fait, j'avais peur. Pareil, je veux dire, quand on sort de notre zone de connu, on va forcément se confronter là à plus de doutes, plus d'inquiétudes, etc. Et en même temps, un entrepreneur est amené à toujours chercher à sortir de sa zone de connu. Donc c'est aussi, je pense que c'est ce qui nous plaît aussi, hein, clairement. Ouais. Et quand les peurs ou la peur de manquer, la peur de l'insécurité, etc., ou quand on commence à ressentir des angoisses, est-ce que tu as des techniques pour réussir à faire passer ça et à continuer à avancer? Ou est-ce que tu as des astuces? Qu'est-ce que toi tu as fait quand tu t'es retrouvé dans ces situations-là? Ou qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui se retrouvent dans ces Ouais. situations-là? Alors moi, j'ai eu beaucoup d'insécurité, donc j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est aussi quand j'ai acheté la maison, là, j'ai eu un moment où vraiment la nuit, j'ai de nouveau retrouvé des insécurités financières. J'avais peur par rapport aux travaux, de pas m'en sortir, etc. Donc je connais bien le sujet. Des insomnies, des angoisses, des Voilà, choses comme alors ça? peut-être pas des insomnies, mais voilà, des ruminations, des inquiétudes. Je vois bien l'angoisse de se demander est-ce que ça va jouer, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que c'est possible, etc. Et puis, alors, en fait, quand on accompagne sur la relation à l'argent, on va toujours se servir de petites phrases. Donc, ça paraît assez anodin comme ça vu de l'extérieur. Mais quand on dit ces phrases et que cette phrase est juste pour nous, ça va faire réagir notre corps. Donc, notre corps va s'exprimer. Et typiquement, donc, par rapport à la peur du manque ou aux angoisses financières, on va avoir des petites phrases qu'on peut ressortir en cas de besoin. Alors ça paraît anodin parce qu'on va se dire mais c'est juste une phrase, mais en fait ça permet au corps de libérer ce qui est à libérer. Donc peut-être que d'un seul coup on va avoir la gorge qui se serre. Finalement c'est le corps qui va exprimer cette angoisse qu'il ressent. Il va l'exprimer au moment où on prononce la phrase. Et puis ensuite finalement il y a un moment donné où on va pouvoir dire la phrase d'une manière complètement neutre. Et là, en fait, c'est comme si on revenait dans un état de sérénité intérieure où on va pouvoir de nouveau faire confiance à la vie, faire confiance à plus grand que soi et se dire, mais il y aura bien une solution. Pour l'instant, tout va bien. Généralement, quand on a des angoisses financières, c'est plus par projection de ce qui pourrait se passer ici que vraiment être dans la panade complète, etc. Donc ça permet de revenir à un état d'apaisement et c'est seulement dans cet état d'apaisement, surtout pour les femmes là d'ailleurs, qu'on va pouvoir connecter à sa créativité, à ses idées, à un champ de possibles qui n'est pas du tout accessible quand on est dans une angoisse forte. Donc de revenir à un état d'apaisement, après, généralement, les jours qui suivent, hop, on va avoir une idée, où on va se dire, tiens, je pourrais faire comme ça, peut-être que si je fais ça, ça me dépannera là pour cette fois-ci, etc. Et donc, on redevient en quelque sorte maître de son destin, de sa vie à ce moment-là. Et donc, bah, ça se muscle en fait. Plus ça va aller. Moi, maintenant, j'ai plus du tout d'insécurité financière. Euh, mais c'est possible que ça revienne, par exemple, si je repars dans un gros projet ou si je refais un gros achat immobilier, quelque chose de très ambitieux. Mais voilà, petit à petit, on sait s'accompagner. Et plus ça va, plus on perçoit quand on est dans un état qui n'est pas optimal pour trouver des solutions. Donc, un peu de panique intérieure, d'insécurité. Et on sent bien dans quel état on doit être pour là être vraiment dans notre flow, pour se sentir bien, pour être finalement dans notre puissance. Ouais, hein, Voilà. je vois l'idée. C'est super intéressant de se dire que c'est juste parfois se rassurer au travers de phrases, au travers de mots, de dire à l'oral notre corps l'entend.
c'est ça, et de se reconditionner, se reprogrammer, et puis finalement accepter d'attendre que ça passe. c'est ça. C'est ce que tu dis, et au bout de quelques jours, de l'intégrer pour pouvoir repasser en action. D'accepter d'avoir des périodes aussi de up and down, parce que je pense que ça fait partie de la vie Oui. finalement. Après, en fait, justement, on arrive à comprendre qu'avec l'argent, c'est vraiment comme des vagues sur la mer. Bah voilà, parfois, l'argent rentre très facilement, on a une grosse vague, c'est chouette. Parfois, il y a moins d'argent, ou peut-être qu'on a investi, ou voilà. Mais on sait, on a cette confiance qu'il va y avoir une prochaine vague, et voilà, ça va se rétablir. Euh, Après, je ne sais pas si tu veux que je donne les deux phrases pour les personnes qui vivent des insécurités financières. Avec plaisir. Alors, donc, comme je le disais, ce sont des phrases que bah, si la personne elle est dans cet état-là actuellement, normalement, ça va faire réagir son corps. Donc, on répète les phrases jusqu'à ce que ça devienne neutre. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire en autonomie. C'est pas forcément très confortable, mais si vous vous mettez à pleurer, si vous vous mettez à trembler, si vous avez mal à la gorge, mal au ventre, en fait, c'est un peu dur à dire, mais c'est très bien. Ça veut dire que vous êtes en train de soigner cette insécurité et que Ok. après, une fois le travail fait, ça va être beaucoup plus léger pour vous et vous allez pouvoir revenir beaucoup plus facilement dans un état de confiance. Donc, ce ne sont pas les phrases qui vont vous apporter l'argent directement, mais ce sont les phrases qui vont vous mettre dans un état de sécurité intérieure qui va vous permettre de reconnecter avec votre force intérieure. Donc ces phrases, typiquement là pour l'insécurité financière, c'est de dire je suis sécure ou je suis en sécurité avec et sans argent. Et on va bien insister sur le sans quand on dit cette phrase. Donc voilà, il y a des personnes qui peuvent dire ça en étant... Ça ne va rien leur faire du tout. Et Ça veut donc, dire ça veut qu'il dire que ce faut n'est pas pas. une piste de Ça veut dire. travail pour eux. C'est que, Ouais, ok. voilà, S'il n'y a pas de réaction, c'est que voilà, c'est pas la douleur à travailler. c'est ça. Mais par contre, si la personne, quand elle répète ça, donc l'entendre c'est une chose, la répéter c'est encore autre chose. Donc, pour répéter les phrases, on va juste bien s'ancrer au sol, donc bien mettre, poser ses pieds au sol. Souvent, on parle de mettre ses mains aussi en position d'ouverture, debout ou assis. Et on va donc répéter je suis en sécurité avec et sans argent. On insiste bien sur le sans, parce qu'évidemment, c'est le côté sans argent qui généralement nous fait peur. Une fois que cette phrase, on arrive à la dire de manière de plus en plus neutre, on va pouvoir dire je suis insécure et c'est OK. Donc là, c'est le fameux et c'est OK, on en rit un peu parce que ça fait un petit peu coach, ça fait un peu secte. Mais l'idée, c'est de dire OK, dans la vie, il y a toujours une part d'insécurité. On n'est pas dans le contrôle de tout. Et donc, on va accepter cette part-là. Et donc, de dire je suis insécure et c'est OK, ou bien je suis insécure et ça me va et c'est parfait, etc. Ça va permettre d'accepter que parfois dans la vie, oui, c'est vrai, je suis insécure. Et parfois, je suis complètement, je me sens en pleine sécurité. Et ça va enlever cette pression de je manque d'argent, je suis en insécurité, je panique. En fait, il va y avoir comme ah oui, c'est vrai qu'en ce moment, il y a de l'insécurité, mais je vais trouver des solutions, je vais m'en sortir en fait. Voilà l'idée. Donc, ces deux phrases-là, elles sont puissantes. Et puis, bah, si depuis tout à l'heure vous sentez que c'est quelque chose, un sujet qui vous concerne, essayez et voyez si ça fait réagir votre corps. Voilà. Oui, et puis du coup, finalement, ça peut être mis en pratique pour un peu tout, finalement. Là, on parle de la relation à l'argent, mais ça peut se travailler sur plein de domaines. Complètement. La confiance, C'est ça. tout ça. Enfin, c'est vrai que c'est assez puissant ou magique. Et du coup, euh, est-ce que toi, tu penses qu'on peut bien gagner sa vie sans s'épuiser et sans devenir quelqu'un qu'on n'a pas envie d'être? Oui. Alors là, moi, je travaille vraiment là-dessus. Déjà pour moi. Là, moi, pour moi, j'en suis complètement convaincue. Et puis après, c'est vrai que mes coachés, enfin les personnes que j'accompagne, mes clients, moi, je les amène vraiment à connecter avec ce qu'ils ont vraiment envie de faire parce que c'est la voie de la réussite. Pour mes clients, en tous les cas. Je sais qu'il y a des gens qui réussissent très bien en faisant des choses, je pense, qui ne sont pas forcément alignées avec leurs valeurs.
Mais pour mes clients, en fait, je perçois bien ce côté où la personne, une fois qu'elle est alignée avec ce qu'elle veut vraiment faire, et parfois c'est très très subtil, hein, on peut être dans le domaine globalement de ce qu'on veut faire, mais après il y a encore une voie bien précise dans ce domaine-là. Mais en fait, c'est comme si elle touchait à sa zone de génie, et où après Mhm. elle va vraiment rayonner. Et ce rayonnement, c'est ce qui va attirer les personnes à elle. Pour moi, d'ailleurs, en fait, moi, au fond, derrière ce travail-là, j'ai vraiment envie d'accompagner les personnes passionnées à pouvoir vraiment travailler avec leur passion parce que j'adore rencontrer des personnes passionnées. Je, je, je me rends compte que quand ma journée est nourrie de rencontres avec des personnes passionnées, bah, je rentre chez moi, je me sens bien. Alors que si je rencontre toute la journée des personnes qui n'ont pas envie de faire ce qu'elles sont en train de faire, ça me, ça me prend de Ça te l'énergie. semble. Hmm. Et quelqu'un qui justement ne saurait pas trop comment trouver sa zone de génie ou ce qui l'anime vraiment, t'as des conseils pour savoir par où commencer? Ben, pour moi, c'est vraiment le lien, là, pour le coup, avec l'enfant intérieur, qui est un premier pas, d'essayer de connecter avec ce qu'on aimait faire enfant, avec ce qui nous a épaté enfant, avec ce qu'on a admiré chez d'autres personnes enfants. Généralement, déjà, c'est une bonne clé. Et puis après, c'est aussi comment on vit les choses, parce que, par exemple, admettons que moi je sois business coach, mais enfin, il existe des milliers de manières d'être business coach en fait. Mhm. Dans son domaine aussi, on va tester plusieurs choses et voir ce qui nous nourrit vraiment. Par exemple, moi j'avais peur de faire des ateliers en présentiel, donc des gros ateliers d'une journée, en ayant peur de m'épuiser, puisque tu parlais d'épuisement. J'avais Mhm. peur que ce soit trop, parce que ça demande beaucoup d'énergie d'accompagner sur la relation à l'argent, mais je me disais, voilà, toute une journée, je vais rentrer chez moi, maman solo, je vais être complètement crevée, ça va être difficile. Et en fait, j'en ai parlé à Christian Junot qui m'a dit, mais moi, ces journées-là, le public me nourrit. En fait, les clients me nourrissent en présentiel. Et donc, j'ai testé, et en fait, je me suis rendu compte que ces journées-là me boostent. Alors Hmm. que euh, Tu pensais à avant de l'inverse que tester, c'était pas le je cas. croyais vraiment que ça aurait l'effet inverse. Intéressant. Euh, euh, Donc de tester finalement pour c'est ça, pouvoir tester trouver ce plusieurs qui nous choses pour nourrit. pouvoir trouver. Et puis, alors, c'est vrai que le test, ça demande quand même de sortir de sa zone de connu. Et moi, j'appelle ça donc, en fait, des zones de test. Et il faut savoir que quand on entre dans une zone de test, par exemple, je décide de tester les ateliers en présentiel ou décide de tester les vidéos sur Instagram, ça peut être n'importe quelle étape. Donc il faut que ça vous fasse envie. Et souvent, on a quand même des peurs qui viennent nous freiner. Mais on va se dire, bon, bah, allez, je teste. Et là, mine de rien, vous allez être dans une période d'apprentissage intense. Hmm. Donc, qui n'est pas représentatif forcément de ce que vous vivrez dans 6 mois si vous continuez à faire ce que vous faites là. Les premières vidéos sur Instagram, ça nous paraît insurmontable. Et puis, C'est clair. 6 mois après, c'est notre quotidien. Enfin, on fait ça, ça nous fait plus peur du tout. Donc, il faut avoir cette conscience-là qu'au début, ça nous demande énormément d'énergie parce qu'on est en train d'apprendre. Et donc, ne pas avoir peur de se dire ah mince, non, ça me fatigue trop, j'aime pas faire ça, c'est lourd, etc. Laisser un peu le temps au test pour voir vraiment quand ça devient un peu plus, je veux dire, concrètement facile ou abordable, comment on vit les choses. Parce que parfois, Hmm. on a des bonnes surprises. Et souvent, ce qui nous fait le plus peur est ce qui va nous apporter le plus de bonheur. Ça, vraiment, en tous les cas, chez moi, c'est C'est pas tout la comme première fois que j'entends ça. en fait, C'est souvent, vrai, on a c'est très peur d'aller là où on va être le plus rayonnant et le plus grand. Enfin, par exemple, moi, j'avais très peur de faire des webinaires, donc j'ai commencé à en faire avec le tricot. Euh, j'ai repris en fait les webinaires avec le tricot de vente, hein, je parle de webinaires de vente, et avant d'en faire sur la relation à l'argent. Et après, donc, je me suis remise un peu dans les webinaires de vente version tricot. C'était plus facile pour moi parce que ma communauté, elle est très bienveillante, je savais faire, j'avais fait par le passé, etc. Et de là, après, je me suis appuyée là-dessus pour me lancer sur la relation à l'argent. Donc j'avais très peur, mais alors le premier webinaire, ça a été incroyable, ça s'est super bien passé, j'ai adoré. J'en ai même pleuré après, tellement j'ai... Mais
pleurer d'émotions joyeuses en fait. Mhm. J'ai adoré. Et puis depuis, en fait, c'est vraiment, je fais C'est quelque chose que essentiellement tu des fais tous les webinaires. mois? Tu le fais tous les mois? Oui, voilà, j'essaie d'en offrir un par mois sur différents thèmes qui touchent à la relation à l'argent et l'entrepreneuriat. Ok. Et du coup, tu les as pas forcément mis en mode replay qui tourne pour toi. Ça ressemble à quoi ton activité finalement aujourd'hui? Tu veux savoir comment je... Ouais, parce que finalement, tu parles des webinaires, c'est quand même assez fou de se dire, tu pars t'étais fonctionnaire, tu t'es mis sur une passion pour le tricot, tu as lancé ton business, tu t'es mise à faire de la vente en ligne. C'est quand même peu commun, en fait, le parcours que tu as eu. Aujourd'hui, tu fais des webinaires tous les mois. À aucun moment, tu t'es dit, bah, je vais les mettre en replay pour pas que ça me prenne du temps personnel ou voilà, ça se combine comment ton temps, ton énergie et tes réflexions? Comment tu as mis en place tout ça finalement? Alors, donc moi, je suis une personne qui n'a pas beaucoup d'énergie, mais qui est, quand je me mets à la tâche, enfin quand je me mets à travailler, je vais avoir beaucoup d'énergie sur l'instant T. Donc pendant 2-3 heures, je vais être très focus, fonctionner super bien. C'est pour ça que les webinaires me conviennent très bien. Mais par contre, après, il me faut un temps de repos. Donc maintenant que je sais comment je fonctionne au niveau de mon rythme et que que je l'ai accepté, tout va mieux. Parce qu'en tant que Ouais. professeur, j'en ai beaucoup souffert en fait avec les horaires imposés. J'avais pas de temps de repos quand j'avais besoin de me reposer. Et du coup, j'étais tout le temps fatiguée. Voilà. Donc là maintenant, par exemple, je vais faire un atelier d'une journée en présentiel. Je vais toujours mettre sur mon agenda 1 ou 2 jours off juste derrière. Donc je m'organise comme ça pour à la fois respecter mon temps où je suis, où j'ai vraiment envie de travailler, et à la fois respecter mon temps de repos. Mhm. Euh, je sais plus c'était quoi ta question. Bah, par rapport au webinaire, du coup, tu Oui, continues à en faire tous les mois. Tu t'es pas dit que tu allais en mettre un en replay qui tourne tout seul ou des choses oui, comme alors ça? ça, je me suis dit que je pourrais faire ça, effectivement, c'était une idée. Là, j'aime bien en faire un tous les mois, justement. Bah, ça fait un peu partie de la phase de test à rallonge. Déjà, j'aime bien connecter en live. C'est quand même très différent, voilà, de connecter en live. Moi, en fait, justement, les webinaires me boostent, me reboostent, moi, mon énergie, me reconnectent à mon projet, me reconnectent à de nouvelles idées pour mon projet. Donc, en quelque sorte, j'en ai besoin. Enfin, oui, voilà, moi, j'en ai besoin des webinaires, mais je veux dire, là, on parle même pas d'argent, on parle de juste moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai besoin. En fait, voilà, ça, c'est important aussi en tant qu'entrepreneur, c'est de trouver ce qui nous donne de l'énergie pour notre projet et du coup s'appuyer dessus et voir ce qui nous prend de l'énergie et Mm. qui irait presque à nous dégoûter de notre projet. Donc bien repérer les deux, ça c'est hyper important. Donc pareil, ça se fait dans le temps. Donc moi j'ai besoin des webinaires pour connecter, pour voilà. En fait j'en ai besoin pour avoir des questions des gens en live, etc. Ça me nourrit. Et puis après, c'est vrai que c'est très puissant au niveau, là, pour le coup, transformation. Parce que bah, quand une personne comment dire, va se reconnaître dans une problématique que j'aborde au niveau du webinaire, bah, elle peut poser ses questions. Donc il y a un début d'échange. Et puis après, souvent, je leur propose d'en reparler, voilà, Privé ou autre. et souvent, bah, si la personne, elle se sent en confiance, qu'elle apprécie ce que je fais, ça se transforme en coaching individuel. Mais c'est vrai que les webinaires, là j'en ai fait un petit peu moins ces derniers temps parce que je suis en train de créer une formation et ça prend beaucoup de temps. Mais j'ai senti que ça me manquait, moi, pour Donc connecter. c'est quelque chose qui te plaît. Ouais. Et du coup, comment tu fais pour tout gérer? Tu gères tout toute seule? Tu as une équipe de freelance avec toi ou tu te fais accompagner pour savoir justement comment on fait un webinaire, créer ta formation, mettre en ligne? C'est quand même beaucoup de travail. Tu fais tout toute seule aujourd'hui? Alors moi, je me suis beaucoup entourée de formateurs au début, donc plutôt au niveau du tricot, hein. Là, il a fallu que j'apprenne tout. Donc là, pour le coup, je me suis vraiment... j'ai investi dans ma formation. Mhm. Donc j'ai appris finalement à vendre en ligne. Ouais. Je vends essentiellement par email, moi. Donc c'est vraiment mes emails qui transforment au niveau de la vente. Donc ça, en fait, je l'ai expérimenté beaucoup avec le tricot. Et c'est vrai que
finalement, avec le tricot, j'ai appris à créer un catalogue de formation, à les mettre en Mhm. avant, etc. Finalement, j'avais toute la base. J'ai même appris à faire des webinaires de vente. Mais tout ça en étant toujours aidée par des formateurs. Donc, j'ai eu 2 grosses formations. Je ne sais pas si tu veux que je dise les noms des C'est formations. comme tu Elles veux, sont tu très peux, peut-être connues. ça peut Enfin, intéresser. elles étaient connues, je ne sais pas s'il y a encore, mais bon, j'avais pris Blogueur Pro d'Olivier Roland. J'ai commencé avec ça. Et Mhm. après, c'était, comment il s'appelle? Stan Leloup, mais je pense Ouais, pas qu'il la vende encore, sa formation. Et après, bah, j'avais pris des formateurs mais de manière ponctuelle, par exemple, enfin une pour m'apprendre à faire les webinaires de vente, par exemple. ok. Et puis après, je me suis fait beaucoup accompagner, mais plus au niveau mindset. Ouais, ok. Et après, au niveau des freelances, j'en prends de temps en temps, mais ça va être des missions très précises. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce qui me prend de l'énergie, ce que j'aime pas faire, ça, je vais essayer de le déléguer. Mais après, D'accord. moi, clairement, j'ai encore des progrès à faire au niveau de la délégation. C'est tout un sujet, ça aussi, au niveau de la relation à l'argent. Euh, les perfectionnistes, moi j'étais une perfectionniste, on a tendance quand même à avoir du mal à déléguer. Euh, et puis voilà, j'ai essayé de déléguer certaines choses et ça m'a pas convenu. Voilà. Donc, mais plus on va avoir de freins et généralement plus on va expérimenter des choses qui ne fonctionnent pas très très bien. Mais par contre, moi j'ai beaucoup apprécié, comme je sais que tu que es formatrice toi aussi, tout ce qui est assistante digitale. Pour le coup, je trouve que ça c'est super. Pour moi, un entrepreneur voilà qui s'accompagne. Donc moi, en quelque sorte, j'avais une assistante digitale, mais pour le tricot. Je trouve que ça, c'est... En fait, de trouver la bonne personne, ça peut être vraiment une belle expérience aussi. Ça Oui, permet... heureusement. Voilà. Non, mais je veux dire, Ouais, ça donne à l'entrepreneuriat encore une autre saveur de pouvoir compter sur quelqu'un qui va faire tourner bah, tous les côtés qui nous prennent du temps et qui sont finalement pas l'endroit où nous, on se sent nourri et où on est dans notre zone de génie. c'est Donc, vrai que la délégation, c'est pareil, c'est comme ce que tu disais, c'est des choses qui s'apprennent. J'aime bien dire à quelqu'un qui se sent un peu débordé sous l'eau ou à réaliser des missions qui vont lui prendre de l'énergie, de prendre une semaine ou deux où on va noter toutes les missions que l'on fait, le temps que l'on y passe, stabiloter en regroupant, bah, ça c'est de l'administratif, ça c'est de la com sur les réseaux, ça c'est du tunnel de vente. Enfin, on peut tout prendre et regrouper par catégorie. Et puis entourer, ça j'aime le faire. ah Ça oui. j'aime. Et en fait, ça permet de savoir un peu quelle est la fiche de poste dont on a besoin. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de déléguer? À peu près avoir une fourchette de voilà le temps dont j'ai besoin nécessaire pour cette collaboration. Et puis après, ben, c'est un peu comme tu disais, de se poser la question, c'est quoi mes valeurs? C'est quoi mes red flags? Tu vois, pour moi, qu'est-ce qui est rédhibitoire dans une collaboration, mes red flags, Complètement. les choses sur lesquelles je sais que si elle réagit ou qu'elle me fait ça, ça, je sais que ce sera impossible. Et après, ben, d'essayer de trouver la bonne personne, sachant que ben, du coup, c'est facile pour moi, en tant qu'organisme de formation spécialisé dans cette activité-là, en tout cas, j'ai pas mal d'entrepreneurs qui me contactent en me disant, ben voilà, Sandy, euh, la fiche de poste à peu près que j'aurai, mes valeurs ou en tout cas mes attendus ou ce que je ne veux absolument pas. Et en fait, en lien, j'arrive à les faire matcher. C'est un peu comme si moi, ma zone de Mhm. génie, c'est J'adore. à la fois transmettre ce métier-là, mais aussi faire matcher les gens. Mhm. Et je leur mets toujours deux, trois personnes pour qu'après, eux fassent l'entretien et jugent de la personne avec qui il y a la sensibilité qui se fait. Mais c'est vrai que derrière, ça fait des belles collaborations. Mais ça se travaille, ça s'apprend. C'est aussi apprendre à déléguer, à confier son bébé à quelqu'un qui est extérieur. Et c'est vrai que c'est aussi un apprentissage. Donc, je comprends totalement. Et ça se travaille vraiment, enfin nous, dans les coachings en relation à l'argent, c'est un sujet à part entière. Apprendre à Ouais, déléguer. Donc on appelle ça aussi les principes sources, c'est-à-dire que nous, on est la source en tant que créateur ou créatrice de notre projet. Et après, quand on délègue à quelqu'un, on va appeler ça une source spécifique. Donc justement, il y a l'idée vraiment, comme tu disais, de transmettre aussi nos valeurs, notre vision, enfin en tous les cas en parler, le nommer à haute voix. Je sais que moi, quand j'ai délégué, que j'ai cherché une assistante au niveau du tricot, ce qui était essentiel pour moi, c'était de trouver une personne bienveillante.
parce que Mm. j'ai construit vraiment on va dire, mon persona autour du tricot sur la bienveillance. Donc il fallait qu'elle soit capable de répondre à des mails un petit peu avec le même ton que celui que j'utilise par exemple. Et finalement enfin comment dire, de trouver quelqu'un qui avait le même niveau de bienveillance que moi, c'était pas si simple par exemple. Mais voilà, je Ouais. trouve que les valeurs c'est vraiment important. Et puis après aussi, je trouve qu'il faut quand même sentir que la personne elle aime notre projet. Oui, c'est sûr. Voilà. Il faut qu'il y ait quand même un minimum d'intérêt pour pouvoir avancer ou alors être sur des missions qui demandent pas du tout de Oui, connaissance du sujet, genre préparer la comptabilité pour l'expert comptable. Bon, que ce soit pour exactement. un artisan, une TPE, peu importe le produit, le travail est le même. C'est vrai. C'est pas un sujet. Mais quand on est en relation avec la communauté, que ce soit par la communication, les emails et tout, effectivement, ça, c'est obligatoirement essentiel, ça c'est C'est sûr. ça, ouais. Tout à fait. Du coup, ça ressemble à quoi aujourd'hui, une journée ou une semaine dans ta vie? Ton activité, tu la gères comment? Est-ce que tu t'es mis en place des routines personnelles, professionnelles? Comment tu fais pour gérer ta vie d'entrepreneur et ta vie de femme, de famille, tout ça? Alors actuellement, donc moi je suis sur deux activités, je ne sais pas si c'était très clair, mais j'ai gardé mon activité sur le tricot parce que j'ai besoin, enfin pour l'instant, je sens que c'est un bel équilibre entre mes énergies, d'avoir ce côté très cocoon, très, voilà, un petit peu enfantin avec le tricot, et puis le côté un petit peu plus businesswoman avec le coaching et la relation à l'argent. Et donc, je navigue entre ces deux activités. Alors là, je ne suis pas encore sur mon rythme de croisière parce que ces dernières années, j'ai construit donc mon activité sur autour de la relation à l'argent. Et je suis en train de clôturer en fait cette construction avec la création de la formation. Donc ça, je sais que l'année prochaine, la formation sera construite. Et donc là, mon écosystème sera vraiment mis en place avec plusieurs portes d'entrée différentes et un parcours client. En fait, l'idée, c'est que j'aime bien qu'un client puisse, par exemple, faire une formation avec moi et puis ensuite avoir un coaching un peu plus individualisé avec du coaching de groupe. Et puis après, si cette personne, elle veut faire du mentoring avec moi, aller encore plus loin. Donc, pour l'instant, j'ai construit les coachings de groupe, le mentoring, et il me reste la formation à terminer. Donc pour l'instant, je sais que c'est assez intense aussi à ce niveau-là. Mais globalement, moi j'essaie de travailler le matin. Il faut dire aussi, petite précision, c'est que mes enfants sont instruits en famille. Donc ils ne vont pas à l'école. Donc l'après-midi, je la consacre à mes enfants. Et Mhm. puis, ce que je ne faisais pas avant quand j'étais uniquement sur le tricot, maintenant je travaille un petit peu le soir aussi. Voilà, le dimanche, je ne travaille pas du tout. Après, finalement, moi, je vends beaucoup par mail. Donc, essentiellement, si je veux faire rentrer de l'argent, je vais faire une séquence d'emails. Donc, c'est vrai qu'avec le tricot, c'est quand même assez confortable parce que j'ai un catalogue de 7 formations. Donc, régulièrement, je vais proposer une formation à la vente. Donc, c'est devenu assez routinier, en fait. Pour moi, c'est pas difficile d'écrire 5 mails de vente pour proposer mon produit, le mettre en avant. Mais là, pareil, je n'ai pas du tout Ta réussi. communauté, c'est des personnes fidèles finalement. Oui, si je, Mais du coup, une fois qu'elles ont acheté toutes tes formations, Alors, bah, souvent, quand elles en achètent une, après, elles achètent le catalogue. Après, dans l'idéal, il faut que je continue à créer des formations pour le tricot. J'ai encore des idées. Là, j'ai mis ça en pause parce que je peux pas tout faire. Mais l'année prochaine, j'aimerais bien reprendre enfin, recréer quelques formations pour boucler mon catalogue, la vision que j'ai de mon catalogue. Mais globalement, pour le tricot, voilà. Donc, de temps en temps, je vais faire une vidéo. De temps en temps, je vais faire un live, etc. pour animer ma communauté. Mais globalement, j'ai pas l'impression que ça me demande beaucoup de travail, en tous les cas, cette année. Et pour la relation à l'argent, donc je propose un webinaire gratuit par mois qui me permet de connecter parfois avec des nouvelles personnes. Euh, Après, bah voilà, il y a des personnes qui viennent vers moi pour des coachings individuels. Donc là, je fais des gros coachings. Moi, ça dure 2 heures, mes séances de coaching. Mais on arrive à les caler dans mon emploi du temps. J'essaie de ne pas avoir trop de clients en individuel en même temps parce que ça, c'est vite. Alors j'adore faire ça, mais c'est vite contraignant en fait au niveau de l'emploi du temps. Pour l'instant, mais l'année prochaine, je pense que ce sera moins contraignant. Donc globalement, voilà, moi j'ai de la création de contenu.
Donc en ce moment avec la formation, mais aussi pour le tricot, il faut toujours que je crée du contenu pour animer la communauté, pour attirer de nouvelles personnes. Et puis après, la vente, je la fais essentiellement en écrivant des emails, donc pour moi ça c'est assez facile. J'aime Mm. beaucoup écrire des mails de vente, c'est quelque chose que j'ai appris à adorer. Euh, voilà, après faire un webinaire pour moi une fois par mois, c'est pas du tout difficile. Et tu fais de la publicité du coup? Pas encore, j'en ai fait un petit peu pour le tricot, j'en ai jamais fait sur la relation à l'argent. Je vais commencer, une fois que j'aurai fini ma formation, il va y avoir une campagne publicitaire qui amènera à des webinaires. Je pense que je vais faire 3 soirées relation à l'argent pour ensuite vendre ma formation en webinaire de vente. Ce qui fonctionne très bien aussi. Les mails de vente fonctionnent très bien quand on a une communauté fidèle. Et puis les webinaires, je trouve que ça fonctionne très très bien pour capter de nouveaux clients. Ouais, je comprends. Ok. Et pour en revenir un petit peu aux personnes que tu accompagnes, est-ce que, genre, on en a parlé en off, tu as une majorité de femmes, est-ce que c'est assez féminin de sous-facturer encore aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose que tu constates encore ou pas spécialement? Alors ça, je le vois pas comme un problème de genre parce que j'ai accompagné des hommes qui sous-facturaient vraiment, des C'est hommes rassurant. complètement angoissés par. J'avais fait un post, le devis cher. Voilà, si le devis dépassait 30 000 euros par exemple, ils n'arrivaient pas à l'envoyer alors que c'était complètement justifié qu'il dépasse 30 000 euros et que les personnes étaient la plupart du temps prêtes à payer. Mais voilà. Donc ça, je pense pas que ce soit une problématique masculine ou féminine. Mais par contre, c'est une vraie problématique. Après, chez les femmes, on va plus avoir des problématiques liées à la peur de l'épuisement. Ça, c'est très très fréquent. Mhm. Et aussi, on va travailler souvent, par exemple, la mauvaise mère. Donc ça, c'est accueillir l'ombre de la mauvaise mère parce que souvent, les femmes vont avoir peur que si elles rencontrent le succès, si elles réussissent dans leur entreprise, elles vont avoir moins de temps à consacrer à leurs enfants, à leur mari, etc. Il y a comme une peur inconsciente, hein, mais qui est Ouais, complètement, là pour le coup, c'est sociétal. ouais, Vraiment. Donc on va libérer, en fait, on va se libérer de ça. Mais dans les plafonds de verre typiquement féminins, souvent, c'est sais ça. pas, j'ai jamais rencontré ça d'ailleurs chez les hommes. La peur de s'épuiser et la peur d'être. Mauvais père, ça n'existe pas Le plus que mauvais ça. père, je l'ai quand même vu. Je me rappelle il avait eu énormément de mal à. Enfin, ça avait été très très fort chez lui. Mais alors là, c'était un entrepreneur qui fonctionnait vraiment de mieux en mieux grâce à l'accompagnement. Mais après, en fait, il voulait aussi s'orienter vers sa passion. Donc lui, il a fait un business, on va dire, sur un sujet qu'il ne passionnait pas spécialement, mais dans lequel il était bon. Donc ça a bien fructifié, sauf qu'après, il s'est un peu coupé de sa passion. Donc il a voulu aller vers sa passion. Et dès qu'il était sur sa passion, donc ça arrive souvent, en fait, c'est là où la culpabilité est venue. Mais ça, Mm. c'est des histoires familiales, ça concerne autant les femmes que les hommes, c'est la peur. En fait, voilà, dans certaines familles, donc votre histoire familiale, en fait, on la retravaille avec la relation à l'argent, c'est obligatoire, mais dans certaines familles, il y a un enfant qui va être amené à se sacrifier. On va demander inconsciemment à cet enfant de s'occuper des petits frères, des petites sœurs, d'être aux petits soins pour tout le monde. Et du coup, là, typiquement, ce client, c'était sa problématique. Ce sont des personnes qui grandissent en s'oubliant. Et donc, Mm. à un moment donné, elles ont quand même envie d'aller vers leur passion et elles sont en conflit intérieur, en fait. Si je vais trop vers ce qui me plaît, je- qui je deviens, en fait. Parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas été du tout habitués à faire avant. Voilà. Ok, c'est super intéressant. Bon, en fait, il y a plein de problématiques ou de sujets à travailler. Finalement, c'est pas tant annoncer ses prix, savoir se vendre, c'est vraiment tout ce qui se projette derrière, toutes les histoires qu'on transporte finalement. Donc c'est très intéressant de se dire qu'on a tous quelque chose à travailler et de savoir qu'on peut se faire accompagner. Toi, c'est quoi ton non négociable dans ta façon de travailler aujourd'hui? Tes non négociables. Alors j'ai compris les après-midi pour être présente pour tes enfants, qui ont quel âge finalement aujourd'hui? Maintenant, ils sont grands. Ce sont des grands. J'ai un enfant de 15 ans. Et donc, c'est celui, généralement, mes après-midi, maintenant, elles sont surtout avec lui. Et l'autre, maintenant, a 20 ans. Hmm.
malgré tout, ce sont 2 enfants avec des besoins spécifiques, surtout le deuxième qui avait des soucis de santé, ce qui avait fait que je voulais travailler à la maison. Donc il a encore des soucis qui font que j'ai beaucoup de rendez-vous avec lui chez des spécialistes, etc. Euh, de nouveau, je me rappelle plus de ta question. C'était, en gros, c'est quoi ton non Ah négociable oui. aujourd'hui dans ton activité? Ben, en fait, mon non négociable, c'est d'aimer ma vie. C'est tout bête. Mais je me rends compte, enfin là, c'est vraiment le cœur du sujet, mais je me rends compte que parfois les personnes partent dans un projet entrepreneurial, mais oublient. Enfin, en fait, on n'a pas que notre travail. C'est que notre travail, pour moi, doit venir servir la vie que l'on veut mener. Par exemple, pour moi, c'est très important de pouvoir continuer à accompagner mon fils, à être à ses côtés, etc. Ça en fait, c'est mon objectif, on va dire, premier, mon grand why dans ma vie actuellement, c'est ça. Et puis, c'est aussi d'être au contact avec la nature, par exemple. Donc, rien à voir avec mon travail. Mais mon travail est là pour venir m'aider à avoir cette vie-là. Donc, pour moi, ça, c'est Mmh. mon non négociable parce que sinon, de temps en temps, j'ai tendance, moi aussi, hein, à prioriser le travail pour avancer, etc. Et je vais être moins à mon écoute, moins à l'écoute de mes besoins. Et généralement, c'est pas très bon. Mais ça, on le fait de manière inconsciente, souvent, un petit peu comme je disais tout à l'heure, parce qu'on est dans des schémas qui ressemblent un peu à l'enfance, etc. Donc on va s'enfermer dans quelque chose qui finalement ne nous convient pas. On a choisi un Mmh. projet pour avoir une vie plus alignée, puis finalement, de nous-mêmes, on va s'imposer des contraintes et ça se fait très subtilement en général. On va aller vers une voie qui nous parle pas trop, mais en se disant ah bah avec ça au moins je suis sûre de gagner de l'argent par exemple. Et puis finalement bah on se coupe un peu de la vie super chouette qu'on pourrait mener. Donc j'ai cette vigilance là et je dirais que c'est ça. Donc mon non négociable, c'est de faire en sorte à chaque fois de remettre ma vision et mes valeurs fortes au centre d'abord de ma vie et puis après l'activité vient soutenir ça. En sachant que tu les retravailles régulièrement, parce que ça peut évoluer entre quand les Exactement. enfants sont pas là, on les a petits, on les a qui grandissent. Moi, je suis dans la phase où les enfants commencent à partir de la maison. Et c'est vrai que typiquement, ça peut être aussi de se dire, bah, jusqu'à présent, mon grand pourquoi, c'était, ben, je voulais être disponible en dehors des périodes scolaires, pouvoir les récupérer à l'école, être présente, etc., pouvoir prendre mes vacances en même temps qu'eux, etc. Mais là que les enfants partent, ben, pourquoi tu le fais, pourquoi tu continues et remettre justement le pourquoi, qu'est-ce qui est important pour moi finalement dans ma vie, mes valeurs et de me dire ben, mon activité, est-ce qu'elle continue à servir cette cause ou est-ce qu'il y a des ajustements? Et finalement, tout ce temps qui devient libre, parce que ben, à un moment, quand il n'y a plus des enfants, ou quand ils sont beaucoup plus autonomes, il y a beaucoup plus de liberté de pas forcément être de nouveau dans le faire qui pourrait être un piège en disant bah faut que je fasse plus mais de se dire bah c'est peut-être le moment où je dois nourrir ce que tu dis mon enfant intérieur ou mes loisirs pour que ce business-là soit au service de ma vie et d'accepter aussi je pense peut-être les périodes qui peuvent être un peu plus calmes parce que comme tu dis c'est des cycles et de se dire ben je vais pouvoir prendre du temps mais peut-être que derrière je vais avoir une grosse phase d'activité sans être dans la fuite, mais de trouver cet équilibre finalement. C'est tout un jeu d'équilibre, c'est quand même pas super évident, je C'est trouve. pas évident, c'est vrai. Et bah, il y a des fois, clairement, je me dis, mais je suis folle à vouloir faire tout ça. Par exemple, pourquoi je ne lâche pas le projet tricot, par exemple, hein. Mais après, bah, parfois, je me dis aussi, bah, c'est ma personnalité. J'ai besoin voilà, d'avoir plusieurs projets en parallèle. Et puis finalement, je m'épanouis comme ça, donc ça Donc fonctionne. c'est la Mais bonne voie. c'est vrai que quand on a ces phases-là, c'est qu'en fait, on ne sait pas assez écouter, chouchouter, respecter. Moi, je travaille beaucoup aussi maintenant avec mon cycle menstruel. Donc, Mm. ça, je trouve que c'est un outil puissant aussi. J'essaye un maximum de voir un peu, moi, comment je fonctionne par rapport à ces dates-là, et puis de caler les choses en fonction. C'est pas toujours possible, bien entendu. Mais ça c'est quand même chouette quand on peut s'offrir ce luxe-là. Là, Cet écoute-là. que Bon, c'est- bah écoute, super. C'est quoi ta définition à toi de la réussite et est-ce qu'elle a évolué avec le temps?
Oui, alors Mhm. c'est vrai que la réussite, moi je pouvais être un peu dans ce truc de il faut prouver, il faut que je réussisse, etc. Donc ce qui peut être bien aussi parce que ça nous rend ambitieux. Mhm. Mais en fait, ce côté-là, il peut aussi nous pressuriser, en fait, nous obliger à faire, 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 faire. Alors que maintenant, moi, je me rends compte que plus on est dans l'être, Mhm. et mieux ça fonctionne, en fait, alors moi, je parle d'énergie masculine et énergie féminine, mais en tous les cas, les femmes, c'est vraiment... Les femmes entrepreneurs, je les encourage vraiment à aller connecter avec leur énergie féminine, qui est souvent un petit peu gommée parfois, parce on a tendance à vouloir réussir, à faire, à prouver, etc. C'est quoi pour toi aller dans son énergie féminine? L'énergie féminine, c'est l'énergie de la réceptivité, donc très utile pour accueillir l'argent. Et c'est vraiment pour moi le côté chaleureux, le côté pétillant, qui ressemble aussi un petit peu à ce qu'on connecte avec l'enfant intérieur, le côté un peu plus joueur, un peu plus lumineux. Et le côté masculin dont on a besoin aussi, hein, nous, c'est important pour nous de passer d'une énergie à l'autre. Le côté masculin, c'est celui qui va nous pousser à aller nous montrer au monde, à présenter ce qu'on fait, ce qu'on offre, à poser des prix, à aller chercher des clients, etc. Donc on en a aussi tout autant besoin. Mais il y a certaines femmes qui s'enferment dans le côté masculin au niveau de l'entrepreneuriat. Et en fait, c'est plus... Enfin, quand... Moi, maintenant, j'arrive à percevoir les moments. Par exemple, quand j'écris un mail de vente, je vais toujours me mettre dans mon énergie féminine. Donc, à avoir ce côté un peu pétillant, un petit peu d'humour, un petit peu, voilà, beaucoup de chaleur humaine, de la bienveillance, etc. Parce que la femme, en fait, bon, après, voilà, selon moi, elle rayonne et elle attire quand elle est dans son énergie féminine. Et Mhm. son énergie masculine, par contre, l'aide, elle, à voilà, mettre quand même ses projets. Il faut quand même avancer, quoi. Il faut quand même que les choses se passent. Donc, c'est vraiment de passer d'une énergie à l'autre. Mais quand je suis dans la vente, quand je fais un webinaire, par exemple, aussi, je me mets toujours dans mon énergie féminine, plus aussi Et dans comment tu l'accueil. fais pour savoir que tu te mets dans l'énergie féminine? Parce que c'est assez subtil Utile, ouais. comme façon de... Enfin, dit comme ça paraît simple, mais quelqu'un qui connaît pas du tout, il s'y prendrait comment, par exemple? Donc ça s'adresse aux femmes, hein. Les hommes, ils vont pas forcément être dans la même dynamique. Ça s'appelle les audacieuses. Donc, on est bien. Pour les femmes, en fait, moi déjà, ne serait-ce qu'au niveau de la posture, je vais être beaucoup plus dans mon bassin, ressentir, voilà, si je fais un webinaire par exemple et que je veux, donc, admettons, je fais un webinaire, donc je vais envoyer les liens, créer un post, etc. Le côté stratégique d'obtenir des personnes qui s'inscrivent à mon webinaire, ça c'est mon énergie masculine. Mhm. Même quand je vais vérifier que le micro fonctionne bien, mettre tout en place, etc. Énergie masculine. Donc après, il y a un moment donné, il faut que je revienne dans mon énergie féminine. Donc je vais bien voilà, me positionner pour bien ressentir mon bassin, par exemple, contre la chaise. C'est vraiment la reine qui vient recevoir ce qu'on a à lui offrir, en quelque sorte. Donc je vais Ok. être dans l'accueil des personnes qui se présentent. Là, ça y est, ça s'enclenche. Je suis dans l'énergie féminine, donc la personne qui est chaleureuse, qui accueille. C'est ce que tu fais, toi, hein, là, en animant ton podcast. Et en fait, en étant dans cette énergie-là, je vais pouvoir avoir mon flow. C'est-à-dire que je vais parler, mais tel que je suis vraiment. Je vais être dans mon authenticité finalement. Hmm. Voilà, après je vais lire les questions et je vais être dans mon énergie féminine parce que je vais accueillir la question de la personne avec beaucoup de bienveillance, sans jugement, essayer de l'accompagner au mieux par rapport à où elle en est dans sa difficulté par exemple. Et puis après, en fait, j'ai cette confiance en moi voilà, je parle, mais limite, des fois, je parle, comment dire, il y a presque un flot de paroles qui vient, et c'est comme si j'étais dans cette croyance que ce que je dis, de toute façon, c'est ce qui doit être dit, enfin, ce que les Hmm. personnes qui sont présentes doivent entendre. Il n'y a pas ce Ouais. contrôle absolu de ah, il faut que je dise ci et ça. Alors, bien sûr, j'ai préparé un peu mon webinaire avant avec des bullet points, mais Trame, voilà. mais tu fais parler ton intuition C'est ça, finalement. exactement. Ah, ok, Et ok, je c'est laisse plus clair. aussi le webinaire se dérouler. Par exemple, s'il y a une question d'une personne que j'avais pas du tout prévue qui m'amène sur un autre sujet, pourquoi pas y aller en fait? Si je le sens comme ça, j'y vais. Donc voilà, c'est là où je parle d'énergie féminine. Et puis ensuite, par exemple, sur la fin du webinaire, si je vends un produit,
je vais le vendre, mais avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup j'allais dire, de gaieté, de joie. En fait, moi, je suis enthousiaste de proposer ce Oui, produit. Je sais que ça va pouvoir les aider. Je sais que ça va pouvoir leur apporter quelque chose. Et donc, je me reconnecte vraiment avec cette joie, un peu comme un enfant qui enfin, qui aurait fait une belle tarte aux pommes. Voilà, c'est ma tarte aux pommes. Vraiment avec cette, oui, cette joie intérieure. Et du coup, ça, c'est communicatif. Ça se perçoit quand même aussi. mm, Si on oui, aime dans le la produit, voix, ça la se perçoit. douceur. Mm. Et pour prendre tes décisions, c'est des décisions importantes, par exemple, c'est ce que tu vas faire de te remettre dans ton énergie féminine à chaque fois? Ah oui, alors moi, je parle de grand oui. Donc, c'est ce que j'ai vécu avec toi. Tu m'as proposé de participer à une conférence. Et ça a été tout de suite un grand oui. Donc là, c'est vraiment le côté féminin intuitif. Par contre, si ce n'est pas un grand oui, maintenant, je dis non. Vraiment, il faut que je sente que... Alors, parfois, ça me fait peur. Ça peut être challengeant, mais quand même, au fond, je sens que c'est un grand oui. Pareil pour les formations que j'ai choisies. Mm. J'ai toujours senti qu'il y avait un grand oui. Il n'y Oui, avait pas d'accord. cette hésitation, c'est cher, c'est pas cher, comment je vais payer, etc. Et pourtant, bon, par exemple, la formation pour être spécialiste de la relation à l'argent, c'est une formation qui a un certain coût. Ça a demandé un investissement, Et mais j'avais pas tout l'argent sur mon compte du tout. Mais c'était le oui, là, il était explosif. tu C'était t'es plus qu'un débrouillée grand oui, pour, quoi. Donc, ouais. voilà, aucune hésitation. Et du coup, tu t'es débrouillée pour avoir les fonds C'est ou pour ça. trouver les fonds. J'ai demandé à payer en plusieurs fois et puis j'ai eu la confiance de me dire bah, les dernières mensualités, je trouverai l'argent. Et effectivement, je me rappelle plus comment ça s'est passé, mais j'ai pas eu de soucis Ça pour. s'est fait. Voilà, ça a fonctionné. C'est génial. Et du coup, on a bien compris que toi, pour pas t'épuiser, t'essayes de t'écouter, de suivre ton cycle féminin. T'es pas la première non plus à me le dire, donc je pense que c'est quelque chose de plus en plus qu'on s'autorise à vivre. Ça, c'est génial. Mm. Tes routines, etc. Euh, D'apprendre à s'écouter et à aller vers un grand oui, ça aussi, je trouve que c'est très important. Si tu pouvais parler à ta toi d'il y a quelques années, maintenant que tu es toi aujourd'hui, tu lui dirais quoi? Ce serait quoi les premiers conseils ou les premières choses que tu Oh. lui dis? Alors, de quelques années, ça dépend quelles années. Ah, ça, c'est toi qui le vois, mais peut-être avant que tu oses te lancer, Ouais, peut-être? peut-être Ou au ça. début? Peut-être celle qui est là avec son père qui se dit non, mais en fait, la vie, c'est pas, c'est pas tant ce que je croyais et c'est maintenant en fait qu'il faut la vivre. Euh, et ah ouais, ça m'émeut du coup. Ah, je suis désolée, c'était pas l'objectif. Euh, ouais, parce que je m'imagine avec elle. Et oui, je pense que je lui dirais fais-toi confiance. Ouais. Et qu'elle a super méga raison, que la vie, ça passe super vite. Euh, et que, bah, en fait, la vie, c'est aussi pour kiffer, quoi. Donc, oui, vas-y. Fais donner des larmes, c'est parfait. Pour ceux qui nous voient, sortez les mouchoirs. Ceux qui nous Ouais, écoutent, je suis une désolée. grande émotive. Oui, moi aussi, Euh, c'est hyper communicatif. Donc, mais écoute, merci pour mais cette voilà. séquence émotion et d'avoir partagé ça avec nous. Mais tu as raison de dire aujourd'hui, tu regrettes pas et que tu as bien fait de te lancer, de te faire confiance. Donc, C'est c'est clair. hyper beau de se dire ça. Euh, Si tu avais une ressource que tu avais envie de partager, que ce soit un livre, une citation ou autre chose, ce serait quoi que tu aurais envie de nous partager pour ceux qui nous écoutent ou celles qui nous Alors, écoutent? moi, j'ai reconnecté avec le plaisir de lire dernièrement, parce que Trop bien. j'avais arrêté de lire des romans, etc. Donc là, je lis, donc elle s'appelle, alors je sais pas c'est quoi son prénom, mais c'est Beaton, le nom de famille. Et c'est des séries de policiers, c'est tout bête, mais ça me fait énormément plaisir de relire. Et c'est un peu ce que tu disais avec les enfants qui quittent le nid. Et puis bah, on Oui. se retrouve avec du temps. Et je pense que là, en fait, je reprends le temps de lire, de prendre du plaisir. Et puis après, bah, sur la relation à l'argent, effectivement, il y a les livres de Christian Junot que je conseille. Euh, Que j'ai lu. J'ai même fait le oui, défi des 100 jours qu'il avait fait en voilà, collaboration avec Lilou Massé, où il y a les fameuses phrases dont c'est tu as ça. parlé. Ça va C'est vraiment dedans. Je pense que en complément du Ça podcast, ce aide. sera bien pour bien comprendre. Enfin, ça donnera Voilà. encore un autre éclairage à ce que je racontais.
Voilà, et puis oui, voilà, déjà c'est bien. Déjà, c'est Euh, pas mal, hein, c'est ouais, déjà pas c'est mal. déjà pas mal. Donc, Christian, du coup, que moi j'ai connu au travers d'un mastermind, puisque de s'entourer, finalement, ça a aussi son importance. Je l'ai rencontré comme ça avec son épouse et je l'ai trouvé adorable parce que, effectivement, comme on dit, tu as des personnes que tu rencontres en formation en ligne ou tu lis des livres, puis parfois tu les rencontres en vrai et tu te rends compte qu'ils sont les mêmes, voire encore mieux. Et ça a été vraiment un gros coup de cœur. Et quand il m'a parlé de toi pour animer justement le sujet de l'argent pour l'événement des Audacieuses en fin juin, enfin début juin, pardon, le 12 juin à Valence, et que tu m'as dit ben, un grand oui, j'étais hyper confiante, sereine, et on s'est eu au téléphone et ça a tout de suite, enfin ça a fait sens quoi. Et c'est vrai que c'est ce que tu dis, je trouve que tout est en lien, à la fois de se dire on peut se faire confiance. Il n'y a pas de hasard, les rencontres peuvent amener des opportunités, des rencontres, un contact ou juste le plaisir d'une belle rencontre à ce moment-là. Ça peut être d'écouter un podcast et d'entendre une phrase comme tu as dit ou échanger, mais en fait de toujours être ouverte à tout ça, à ces signaux-là, et puis de savoir ce que ça nous fait. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter à toi maintenant pour l'avenir? C'est quoi les vœux que tu ferais et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ah, j'aime bien ça. J'aime bien le concept. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter? Bah, de rayonner plus encore, parce que Ouais. j'aimerais incarner encore plus la reine que je suis, et puis bah, d'aller encore plus chaque jour vers ma vision, la vision qui me tient à cœur, voilà. Bah, écoute, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Merci. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, pas dit, que tu as l'impression que tu as besoin de rajouter? Oui, tout à l'heure, je crois que tu disais par rapport aux femmes, et je m'étais dit, tiens, il y a quelque chose que j'aurais bien aimé dire, mais je ne sais plus exactement ce que c'est. Ah, c'était pas. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, moi, je ne me force jamais à travailler. Ça pourrait être un non négociable aussi. C'est-à-dire que si je ne suis pas dans... Par exemple, je sais que je dois faire ça. Donc en fait, moi, j'ai une to-do list pour la semaine et je vais toujours attendre le bon moment pour faire ce que j'ai à faire. Mais alors des fois, c'est le vendredi, fin d'après-midi, que là, enfin, et là, je vais tout faire d'un coup. Mais je vais jamais me forcer à faire quelque chose parce que je suis convaincue que ça se perçoit dans l'énergie. Bah, je sais pas, ça peut même être tourner une vidéo de tricot où on voit que mes mains qui tricotent, mais si j'ai pas envie de le faire, je suis persuadée que ça se ressent quand on achète la formation, etc. Alors, je suis peut-être un petit peu perchée, mais en tous les cas, déjà pour moi, c'est plus confortable, mais aussi je suis convaincue que quand on écrit par exemple un mail de vente, si on se force à le faire, ça se perçoit. Donc voilà, donc des fois, par exemple, les réseaux sociaux, j'ai du mal à être, comment dire, à suivre le rythme parce que j'arrive pas à me forcer à faire des posts si j'ai pas envie de les écrire. Donc c'est soit j'écris des posts avec le cœur, soit je n'écris pas. Voilà. Ouais, après, tu peux très bien aussi te dire, il y a des moments de création et je vais les programmer pour les Mm. fois où bah, Alors, j'ai il y a pas des envie. personnes qui arrivent à faire ça. Moi, personnellement, j'y arrive pas. Ouais. Par contre, je sais que dans ma journée, il va y avoir des moments où je vais être plus créative et ça va venir tout seul, et des moments où ça, c'est pas là. Mais par contre, je peux m'aider pour que ça vienne. C'est-à-dire que si, par exemple, je vais m'installer dans mon jardin avec mon carnet, mon stylo, même si j'ai pas trop envie de le faire, hop, au bout d'une demi-heure à regarder les fleurs et à écouter les oiseaux, je sais que ça vient tout seul. Donc voilà, Hmm. petit à petit, j'ai comme voilà, Ça. des petits rituels, routines qui vont m'aider à me mettre dans l'état, qui vont aider au processus. Après, je travaille quand même beaucoup, hein, je ne suis pas non plus à ne rien faire. J'ai souvent très envie de travailler, hein. Je suis même d'ailleurs plutôt frustrée de ne pas assez travailler, puisque je consacre beaucoup de temps à mes enfants, que le contraire. Donc, je mets quand même ça en perspective pour dire que je travaille Mais beaucoup quand même. c'est pas forcément nécessaire, ne t'inquiète pas. Euh, Ma dernière question pour le podcast, ce serait, c'est quoi pour toi être audacieuse? Ah, audacieuse. Pour moi, pour être vraiment audacieuse, il faut aller bah, connecter avec qui on est vraiment et s'autoriser à être vraiment cette personne. Donc, ça prend un petit temps d'enlever tous les masques et de rayonner vraiment qui on est. Et pour moi, l'audace, c'est aussi d'avoir un rêve et puis de trouver les rails qui vont nous amener à ce rêve
et puis mettre voilà, la locomotive en route et de tout faire pour aller vers ce rêve. Parce que sinon on peut se dire oui, bon, c'est juste un rêve et puis on laisse tomber. C'est pas quoi. Mais Ça une évitera audacieuse, d'avoir. elle va vers ses rêves pour moi. Ok. Merci pour cette belle définition. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, moi, vous me trouvez sur LinkedIn avec Aline Gaudrin, tout simplement. Et puis, donc, ça, c'est pour la relation à l'argent, hein, mais on a parlé essentiellement de ça. Après, pour le tricot, mon blog, ça s'appelle Le Blog Tricot, c'est tout simple. Voilà, parce que souvent, ça arrive souvent que des personnes se disent: Ah, tiens, moi aussi, je tricote, je vais aller voir. Oui, oui. Donc voilà, pour l'instant, c'est ça, plutôt LinkedIn pour me contacter. Après, je ne sais pas si tu pourras mettre le Moi, lien, je vais mais j'ai mettre. un e-book que j'offre qui reprend vraiment les essentiels de la relation à l'argent, dans lequel vous allez commencer à pouvoir voir un peu quels pourraient être les nœuds qui viennent vous freiner, si tel est le cas. Et vous commencez à mieux percevoir encore ce que le travail sur la relation à l'argent peut vous apporter. Vous commencez à avoir des clés concrètes. Ouais, super. Et bien, on mettra tous ces liens pour te retrouver, pour télécharger le e-book et autres en commentaire de ce podcast. Un grand merci à toi de cet échange, hein, de tout ce que tu nous as partagé. Je pense que ce soit du mindset, que ce soit de se reconnecter à son côté féminin ou que ce soit sa relation à l'argent, je pense qu'on a abordé plein de choses hyper intéressantes et je te remercie parce que même chez moi, ça a fait écho sur certains sujets. Euh, Ce que je propose aussi, c'est de te retrouver en vrai, du coup, en juin, à l'événement des Audacieuses. Et je te remercie encore d'avoir accepté cette invitation. J'ai hâte de te voir en chair et en os. J'espère que vous serez nombreuses à assister à cette conférence. Et pourquoi pas terminer avec la soirée qui sera sous le signe de la magie et du mentalisme avec une championne de France, championne du monde participante et qui a fait la France à un incroyable talent. Donc, je pense que ça va être hyper sympa de se retrouver et puis de partager, d'avoir des conversations authentiques en toute bienveillance. Donc j'ai hâte de tout ça. Merci, un grand merci à toi pour cet échange. Et puis n'oubliez pas de croire en vous, en vos rêves. Et puis écoute, à très bientôt. Merci beaucoup, Sandy. Merci pour ce beau podcast. J'ai beaucoup apprécié tes questions. Et puis, avec grand, grand plaisir pour cette conférence. Je me réjouis de pouvoir être là après ce grand oui. Ce sera avec Écoute, grand plaisir. avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt.